L'énorme louve argentée se tenait sur un minuscule morceau de glace au milieu d'un abîme gelé. Dans sa gueule, elle serrait ses enfants nouveau-nés. Il n'y avait aucune chance de salut. La mort soufflait déjà sur sa nuque. Personne n'aurait pu imaginer que la prédatrice sauvage, en guerre avec les hommes depuis des siècles, nagerait à la minute du désespoir à la rencontre de son ennemi, le vieux garde forestier. Elle n'aurait pas dû lui faire confiance. Il n'aurait pas dû la sauver. Mais quand la glace se brisa, elle accomplit l'impossible. Ce qui se passa ensuite dans l'étroite cabine du véhicule tout-terrain vous fera pleurer et croire que la miséricorde n'a pas de frontières. C'est une histoire qui vous redonnera foi dans les véritables miracles. Avril dans le Jura. Le plus habile des menteurs. Cette année-là, le printemps était arrivé sur les rives d'un grand lac des montagnes françaises, non pas en jeune fille timide, mais en prédatrice impitoyable, arrachant les linceuls blancs de la terre avec une hâte qui effrayait même les anciens. Dans les environs du village, là où les criques rocheuses sommeillaient habituellement sous la neige jusqu'au mois de mai, l'air était soudain devenu moite et collant, imprégné d'une odeur d'aiguilles de pin en décomposition et de catastrophe imminente. Le ciel, encore la veille d'un bleu clair et élevé, s'était aujourd'hui chargé d'une lourdeur de plomb, écrasant la cime des sapins vers le sol. C'est par un matin pareil, alors que la nature retenait son souffle avant de bondir, que Stéphane Dubois, inspecteur principal de la garde forestière, sortit sur le perron de sa maison de campagne. Il avait 58 ans, mais il semblait avoir été taillé dans le même granit que les falaises environnantes. Les gens du coin l'appelaient « le solitaire ». Moins pour sa fonction que pour son air détaché et le regard de ses yeux gris comme le lac en automne, où s'était éteinte depuis longtemps la flamme de la simple joie humaine. Stéphane était grand, sec, le visage labouré de rides profondes, chacune conservant le souvenir des vents, des gelées et des pertes. 15 ans plus tôt, ce même lac, par une journée de redoux aussi traîtresse, lui avait pris sa femme, Marie. Depuis lors, un hiver éternel s'était installé dans son âme, qu'aucun soleil ne pouvait faire fondre. Il portait un vieux treillis usé, imprégné d'huile de moteur et de tabac, et ses mains, larges et rudes, aux callosités dures comme l'écorce de chêne, connaissaient rarement le repos. Dubois était un homme de devoir, pour qui le règlement du service avait remplacé les prières et la forêt était devenue l'unique temple. À ses pieds, Amour, soupirant lourdement, se mit à bouger. Un laïka de Sibérie orientale, un chien dont la vie était inextricablement liée à celle de son maître. Amour entrait dans sa 14e année. Un âge respectable pour un chien, presque la limite. Autrefois chasseur redoutable, capable de tenir un ours à lui seul, il n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée. Son poil noir et feu avait grisonné sur le museau. Son oreille droite, déchirée lors d'un combat avec un lynx des années auparavant, pendait en lambeaux, lui donnant l'allure d'un vieux pirate. Et ses yeux, voilés par la pellicule laiteuse de la cataracte, regardaient le monde avec une sage fatigue. L'arthrite avait raidi ses pattes arrière, et chaque mouvement coûtait au vieil animal, mais sa loyauté restait inchangée, solide comme le sapin du Jura. Amour sentait l'humeur de son maître mieux que quiconque. Il leva sa lourde tête et émit un son bas et vibrant. Pas un grognement, mais plutôt un grondement sourd. Un avertissement dans une ancienne langue animale. Le chien sentait ce que Stéphane savait par la raison, la glace se mourait. La glace sur le lac n'était plus cette armure fiable et sonore sur laquelle on pouvait conduire un camion. Elle était devenue une glace pourrie, gorgée d'eau, sombre et aciculaire, prête à se désagréger sous le poids d'un pas imprudent. Stéphane s'approcha de son gros véhicule tout-terrain, une machine énorme sur des pneus basse pression, semblable à un coléoptère surdimensionné et maladroit. Cette machine était la seule créature, en dehors d'Amour, en qui il avait une confiance absolue. Carrosserie carrée en aluminium, roue immense de la hauteur d'un homme, capable de ramer dans l'eau et de broyer des rochers, ce véhicule était conçu pour les endroits où les routes s'arrêtent et où seule la direction compte. Stéphane tapota affectueusement le flanc froid de la machine, comme pour saluer une fidèle monture. La patrouille d'aujourd'hui n'était pas une simple routine. Depuis le matin, la radio avait transmis une alerte de tempête, et pire encore, un signal indiquait qu'un immense pont de glace reliant les îles éloignées au continent avait commencé à bouger. Là-bas, pris au piège des glaces, pouvaient se trouver des pêcheurs braconniers, des idiots risquant leur vie pour un sac de perche, peut-être dans une vieille Renault 4. Stéphane détestait les braconniers, mais la loi de la forêt jurassienne dictait, dans la forêt, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que ceux qui ont besoin d'aide. Il ouvrit la porte avant du véhicule tout-terrain, dépliant l'échelle. Amour, oubliant la douleur dans ses articulations, tenta de sauter à sa suite,
gémissant et poussant son museau humide dans la paume de son maître. C'était inhabituel. Le vieux chien ne demandait plus depuis longtemps à participer aux longues tournées, préférant somnoler près du poêle, mais aujourd'hui, un grand frisson le parcourait et les poils de sa nuque étaient hérissés. « Non, mon vieux, pas aujourd'hui. » La voix de Stéphane était rauque, comme un crissement de pierre. Il s'accroupit, regardant dans les yeux troubles du chien. « La mort rôde là-bas, amour. Tes pattes ne sont plus faites pour danser sur la glace. Garde la maison. » Le chien gémit d'une plainte longue et mélancolique, comme s'il faisait ses adieux, et lécha la main de son maître de sa langrèche. Il y avait tant de désespoir dans ce geste que le cœur de Stéphane se serra, piqué par une vieille douleur. Il savait que l'instinct de l'animal était plus précis que les bulletins météo, mais emmener avec lui un chien décrépit au cœur de la débâcle aurait été un meurtre. Dubois repoussa résolument le chien, claqua la lourde porte et tourna la clé de contact. Le moteur diesel du tout-terrain s'éveilla, rugissant, remplissant la cabine de vibrations et d'une chaleur rassurante. Il alluma la radio, mais l'éther ne répondit que par le crépitement des parasites statiques. Le front atmosphérique brouillait la liaison. Il jeta un dernier regard à travers la vitre. Amour était assis sur le perron, immobile, semblable à une statue de pierre du chagrin, et regardait la machine s'éloigner. Cette vision où le chien solitaire sur fond de maison en rondin gris et de ciel bas s'imprima dans la mémoire de Stéphane comme une photographie. Le véhicule tout-terrain roula sur la glace. Au début, le chemin semblait sûr. La banquise côtière tenait encore, bien que les roues soulevassent par moments des gerbes de bouillie glacée. Les énormes pneus se roulaient doucement sur les tauros, ces amoncellements de blocs de glace soudés les uns aux autres dans un désordre chaotique. À l'intérieur de la cabine, cela sentait le gazole et le café chaud d'un thermos. Stéphane conduisait avec assurance. Ses mains reposaient de manière détendue sur les leviers de commande, mais ses yeux scrutaient l'espace avec l'attention d'un oiseau de proie. Le lac respirait. Ce n'était pas une métaphore. Sous la masse de plusieurs tonnes de glace, des vagues se mouvaient, soulevant et abaissant la carapace gelée avec un lourd gémissement utérin, qui donnait la chair de poule même dans la cabine chauffée. La couleur de la glace changeait à chaque kilomètre, passant du blanc sale près du rivage à un bleu sombre et sinistre, presque noir, là où la profondeur atteignait des centaines de mètres. C'était la couleur de l'abîme, qui n'attendait que le moment de déployer ses bras. Soudain, Stéphane remarqua quelque chose d'anormal. L'horizon devant lui, qui aurait dû être une ligne blanche et droite, tremblait et se brisait. Il ralentit, scrutant la brume grise. Une fissure. Pas une simple fissure, mais une faille. Une blessure vivante sur le corps du lac, qui fumait de vapeur au contact de l'eau avec l'air froid. Elle courait perpendiculairement à sa trajectoire, serpentant, s'élargissant à vue d'œil. C'était la rupture annoncée, mais elle s'était produite bien plus près du rivage que quiconque aurait pu le prévoir. Stéphane comprit qu'il se trouvait sur un morceau de gâteau en train d'être découpé. Toute cette immense masse de glace sur laquelle il se tenait se détachait lentement mais inexorablement du continent. Le chemin du retour était encore possible, mais c'était une question de secondes. Il pouvait faire demi-tour et tenter de distancer la fissure, mais son intuition lui souffla, trop tard. La faille avançait plus vite que sa machine. La seule chance était de foncer vers la glace plus stable des îles, avant que le pont ne s'effondre définitivement. Devant, à une cinquantaine de mètres, se dessinait le passage, un isthme étroit qui allait bientôt céder sous la pression des éléments. Stéphane serra les dents si fort que ses mâchoires se contractèrent. La panique n'avait pas sa place dans son caractère. La peur, il l'avait chassée de lui depuis longtemps, ne laissant que le froid calcul. Il enfonça l'accélérateur au plancher. Le tout-terrain rugit, crachant un nuage de fumée noire, et s'élança en avant, prenant de la vitesse. Les roues gigantesques martelaient la glace pilée, la transformant en poussière. 50 mètres, 40. La glace sous la machine se mit à fléchir. L'eau jaillissait en fontaine des micro-fissures. 30 mètres. L'isthme s'écartait à vue d'œil. L'eau noire affleurait à la surface, léchant avidement les bords de la blessure. Stéphane vit la plaque de glace devant lui commencer à se soulever, se dressant sur la tranche sous la pression des courants. « Allez, ma belle, allez !» murmura-t-il à la machine, comme pour l'envoûter. 20 mètres l'impact. Les roues avant plongèrent dans l'eau là où, une seconde auparavant, il y avait de la glace. La machine piqua du nez.
des éclaboussures recouvrirent le pare-brise, aveuglant Stéphane un instant, mais les crampons des pneus s'agrippèrent à l'eau, transformant le tout-terrain en bateau. L'inertie projeta le véhicule en avant, sur le bord de la glace opposée. Le choc fut terrible. La machine bondit, heurta le champ de glace avec son châssis, grinçant de tout son métal, mais la puissance du moteur et l'adhérence des pneus firent leur œuvre. Le tout-terrain mordit littéralement dans la glace, s'extirpa du piège aquatique et, en se balançant, roula sur une surface relativement plane. Stéphane freina brusquement et coupa le moteur. Un silence assourdissant s'installa dans la cabine, seulement troublé par sa propre respiration lourde et les battements furieux de son cœur. Il ouvrit la trappe de toit et passa la tête dehors. Le vent glacial lui fouetta le visage, mais il ne le sentit pas. Il regardait en arrière. Là où il était passé une minute plus tôt, une rivière noire et bouillonnante, large d'une bonne dizaine de mètres, se déchaînait. La fissure s'était définitivement ouverte. Le chemin du retour, vers la maison, vers Amour, était coupé. Il se retrouvait sur une gigantesque île de glace, dérivant vers l'inconnu. Stéphane sortit un paquet de cigarettes, en tapa une avec des doigts tremblants, l'alluma. La fumée se mêla à la vapeur de son souffle. Il était vivant, mais il était piégé. Et quelque part devant, dans la brume grise, se cachait la cible pour laquelle il avait tout risqué. Il ne savait pas encore que ce n'était pas des hommes, mais quelque chose d'autre, qui allait changer sa vie pour toujours. Le silence qui suivit l'arrêt du moteur n'était pas apaisant, mais sinistre, comme si la nature retenait son souffle avant une exécution. Il était assis dans la cabine, sentant l'adrénaline qui bouillait dans son sang commencer à se refroidir, laissant place à la froide clarté de la prise de conscience. Il était seul, coupé du rivage par une veine d'eau noire et tumultueuse qui s'élargissait à chaque minute, transformant son radeau de glace en une île pour les damnés. Stéphane sortit ses jumelles, de vieilles jumelles de l'armée avec une courroie en cuir usé, et les porta à ses yeux, scrutant l'horizon à la recherche de ceux pour qui il avait risqué sa vie. L'ironie du sort, amère comme l'absinthe, le frappa presque aussitôt. Loin au nord, dans la brume grise, il vit le point minuscule d'un hélicoptère de la sécurité civile s'éloignant vers le continent. Le vrombissement des pales se noyait dans le bruit du vent, mais le message était clair. Les braconniers avaient été récupérés. Les imbéciles étaient sauvés. Leur vie continuerait probablement dans la chaleur et la sécurité, avec un verre de vin et des fanfaronnades sur l'aventure vécue. Et lui, le solitaire, le gardien de ces lieux, restait ici, enfermé dans un piège de glace par sa propre volonté. Stéphane abaissa les jumelles et eut un sourire mauvais, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Il n'y avait pas de rancœur, juste l'acceptation habituelle du destin. La forêt et le lac n'avaient jamais signé de contrat de justice avec lui. Il s'apprêtait à ranger les jumelles et à élaborer un plan pour son propre sauvetage, peut-être tenter de trouver un autre endroit pour traverser ou simplement attendre de dériver vers les îles lorsque son regard fut attiré par une étrange tache sur l'eau. Elle se trouvait à tribord, à environ 300 mètres, sombre, de forme irrégulière, flottant sur un glaçon séparé. D'abord, Stéphane pensa que c'était une épave, le tronc d'un vieux pin déraciné. Mais le tronc bougeait. Stéphane remit les jumelles à ses yeux, ajustant la mise au point avec des doigts tremblants. Le monde bascula et l'image se rapprocha. Le cœur de l'inspecteur manqua un battement. Ce n'était pas du bois, c'était une louve. Et pas n'importe quelle louve, mais Burat, la légende des forêts locales, dont les gardes parlaient à voix basse autour des feux de camp. Stéphane la reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'eût vue qu'une seule fois, fugitivement, 3 ans auparavant. Elle était énorme pour une femelle, avec une poitrine puissante et une fourrure d'une teinte unique, couleur de nuage d'orage percé par un rayon de soleil, gris argenté avec une bande sombre le long de l'échine. Burat était l'alpha, la reine de sa meute, intelligente et prudente, celle qui avait déjoué les pièges pendant des années et éloigné les siens des battus. Mais maintenant, toute sa majesté, toute sa sagesse animale était impuissante face aux éléments. Elle se tenait sur une plaque de glace dangereusement petite pour un si grand animal. Le vent ébouriffait sa fourrure mouillée, rendant sa silhouette encore plus massive et tragique. Mais ce n'est pas Burat elle-même qui glaça le sang de Stéphane. À ses pattes, blotties en une boule grise et tremblante, s'agitaient 2 louveteaux. Minuscules, encore aveugles ou venant à peine d'ouvrir les yeux, ils se serraient contre leur mère, cherchant une protection qui n'existait plus dans ce monde de glace et d'eau. La louve se tenait au-dessus d'eux, les pattes largement écartées, la lourde tête baissée, et dans sa posture se lisait un désespoir si infini que Stéphane en ressentit une douleur physique.
Elle ne hurlait pas, ne s'agitait pas. Elle regardait droit devant, là où son frêle esquif la transportait, droit vers les dents du diable, une crête de rocher sous-marin où le courant s'accélérait, se transformant en un hachoir. Stéphane connaissait cet endroit. Là, l'eau bouillonnait même en hiver, et maintenant, enragée par la débâcle, elle pulvérisait les plaques de glace en miettes. S'ils y arrivaient, il n'y avait aucune chance. 0. Malédiction, souffla Stéphane. Le mot resta suspendu dans l'air froid en un nuage de vapeur. La raison lui criait, laisse tomber. Tu as échappé au braconnier. Ne te mets pas la corde au cou pour une bête. C'est la sélection naturelle. C'est la loi de la forêt. Mais devant ses yeux, il n'y avait pas une prédatrice qui tuait des cerfs. Devant lui, il y avait une mère. Une mère acculée, condamnée à mort avec ses enfants. Et dans son immobilité, dans la façon dont elle protégeait ses petits du vent avec son corps, Stéphane vit quelque chose de douloureusement familier. L'ombre de sa Marie, qui avait de la même manière protégé leur fille du blizzard en ce jour fatal, jusqu'à ce que les secours arrivent trop tard. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Pas pendant son service, pas sous ses yeux. Ses mains, obéissant à un instinct plus ancien que celui de l'autoconservation, tournèrent la clé de contact. Le tout-terrain rugit, comme un ours réveillé. Stéphane tira sur les leviers, faisant demi-tour à la machine. Il ne pouvait pas nager directement vers eux. Le risque de faire chavirer leurs plaques de glace et son propre véhicule dans le courant était trop grand. La seule chance était de les dépasser sur un parcours parallèle, le long du bord du grand champ de glace sur lequel ils se trouvaient, et de tenter de les intercepter à la pointe, juste avant les rochers. La course commença. C'était un duel surréaliste. L'homme sur sa bête de fer contre le courant, emportant une bête vivante vers la mort. Le tout-terrain bondissait sur les tauros. La suspension gémissait. La carrosserie s'inclinait tellement que Stéphane voyait parfois le ciel au lieu de l'horizon. À droite, dans le chenal, la plaque de glace avec les loups filait à une vitesse effrayante. Burat entendit le vrondissement du moteur. Elle tourna la tête. À travers la vitre latérale, Stéphane croisa son regard un instant. Des yeux jaunes, ambrés, brûlant non de fureur, mais d'un feu froid et calculateur. Elle voyait en lui une menace, un autre monstre de cette matinée cauchemardesque, mais elle ne bougea pas de sa place, continuant de couvrir ses enfants. Des corbeaux, noirs messagers de la mort, tournoyaient déjà au-dessus d'eux, sentant la curée proche. Leur croassement, strident et désagréable, perçait même à travers le bruit du moteur, ajoutant une touche de folie à la scène. Stéphane tirait tout ce qu'il pouvait du véhicule. Il vit comment, devant, l'eau se mettait à bouillir en une écume blanche. Les dents du diable. La plaque de glace était emportée droit sur le premier rocher émergeant de l'eau, noir et glissant, ressemblant au dos d'une baleine. Plus vite, bon sang, plus vite. Criait-il à sa machine. Il devait atteindre la pointe pour avoir la moindre chance. La plaque de glace avec les loups n'était plus qu'à 50 mètres de la pierre fatidique. 40-30 le courant la saisit, la fit tournoyer, Burat s'aplatit sur la glace, s'agrippant à la surface glissante avec ses griffes. Elle comprenait, elle savait ce qui allait se passer. Elle attrapa un louveteau par la peau du cou, essayant de le retenir, mais le second était trop loin, près de ses pattes arrière l'impact. Le son fut celui d'un os de la terre qui se brise. La plaque de glace heurta de plein fouet la pierre sous-marine. Elle fut projetée en l'air, bascula presque à la verticale. Stéphane, qui arrivait juste à leur hauteur sur la glace solide à ce moment-là, cria comme si le coup l'avait frappé lui-même. Le monde se brisa en éclats. La plaque de glace se fendit. Burat, avec une réaction incroyable, réussit à se maintenir sur le plus grand morceau, serrant convulsivement un louveteau entre ses mâchoires. Mais le second, les lois de la physique étaient implacables. La petite boule grise, n'ayant pas eu le temps de s'agripper à quoi que ce soit, glissa sur la surface inclinée de la glace. Il poussa un cri aigu, perçant, un son qui résonna dans le cœur plus vivement qu'un couteau, et disparut dans l'abîme noir et glacé. L'éclaboussure fut presque invisible dans l'eau bouillonnante. Burat fit un mouvement brusque, laissant tomber le premier louveteau sur la glace pour se jeter à la poursuite du second, mais l'instinct la retint au bord. Si elle sautait, le premier périrait aussi, en glissant dans l'eau. Elle resta figée dans un grand écart macabre entre le désir de sauver et la nécessité de préserver ce qui restait. Elle regardait l'eau,
là où son enfant avait disparu, et de sa gorge s'échappa un son qui ne ressemblait à rien au monde, un gémissement étouffé, rauque, plein d'une telle douleur que le souffle de Stéphane se coupa. Mais le louveteau ne se noya pas tout de suite. Le courant le rejeta à la surface, le fit tournoyer dans un tourbillon. Il se débattait. Sa petite tête apparaissait et disparaissait dans l'écume. Il était emporté plus loin, loin de sa mère, loin de la plaque de glace salvatrice, droit vers l'endroit où Stéphane avait arrêté sa machine. L'inspecteur comprit, c'était son tour de jouer. Il n'y avait plus de spectateurs. Il n'y avait que des participants. Il freina si brusquement qu'il fut projeté contre le volant. Le tout-terrain s'immobilisa, ses crampons mordant la glace, à seulement 30 mètres du bord de l'eau. Il était impossible d'aller plus loin. La glace ici était pourrie, rongée par le soleil et l'eau. Elle n'aurait pas supporté le poids de la machine. Stéphane ouvrit la portière. Le vent glacial lui frappa le visage, tentant de le faire tomber. Il attrapa une corde d'alpinisme, dont une extrémité était solidement attachée au treuil du véhicule. Rapidement, avec des gestes habituels, il enroula l'autre extrémité autour de sa taille, serra le mousqueton. Dans ses mains, il prit une longue gaffe avec un crochet au bout, un outil habituellement utilisé pour récupérer les filets, et il se mit à courir. Il ne courut pas comme un homme, mais comme une bête, se penchant vers le sol, glissant sur la surface peu fiable, sentant la glace sous ses bottes fléchir et craquer, l'avertissant « N'avance pas, je te tuerai ». Mais il n'écoutait pas. Son regard était fixé sur le point gris dans l'eau, que le courant emportait rapidement. Et du coin de l'œil, il voyait comment, sur le reste de la plaque de glace tournoyant dans le tourbillon, la louve avait pris une décision. Elle avait de nouveau saisi le louveteau restant, mais maintenant son regard n'était plus tourné vers l'eau, mais vers l'homme qui courait vers le bord. Dans ce regard, il y avait une supplique et une espérance folle, désespérée. La dernière mise dans le jeu avec la mort. Le tout-terrain s'était arrêté net, projetant sous ses roues un éventail de glace pilée qui scintillait dans la faible lumière comme des diamants éparpillés. Stéphane ne coupa pas le moteur tout de suite. La turbine siffla encore quelques secondes, expirant sa chaleur, avant de se taire. Et à cet instant, le silence tomba sur le monde, lourd et vibrant, seulement troublé par le gémissement du vent et le lointain grondement de la glace qui se brisait. L'inspecteur savait que le temps se comptait non plus en minutes, mais en battements de cœur. 30 mètres le séparaient du bord de l'eau, cette ligne où la glace se terminait et où commençait l'abîme. Il n'eut pas besoin de se presser. Son corps, endurci par des décennies de vie dans la forêt, agissait de lui-même, devançant ses pensées. Stéphane arracha la boucle de sa ceinture de sécurité, ouvrit la lourde porte du véhicule, et le vent glacial du lac le frappa immédiatement à la poitrine. Tel un boxeur invisible, il tentait de le faire tomber, de le repousser dans la chaleur de la cabine, mais Dubois ne fit que baisser la tête, cachant son visage dans le col de son anorak. Il saisit la corde d'alpinisme, d'un orange vif, étrangère dans ce monde en noir et blanc, et d'un mouvement précis, il attacha le mousqueton à l'anneau d'acier du treuil sur le pare-choc. L'autre extrémité, il l'enroulait déjà en courant autour de sa taille, faisant un nœud de chaise, un nœud qui ne lâche jamais. Un nœud auquel les marins et les alpinistes confient leur vie depuis des centaines d'années. Ses doigts, malgré le gel, travaillaient vite et bien, se souvenant de chaque mouvement. Dans sa main droite, il prit la longue gaffe au manche en bois, polie par ses propres paumes jusqu'à devenir brillant. C'était sa lance, son arme dans la bataille contre les éléments. La seule chose qui pouvait allonger son bras à ce moment décisif. Stéphane se mit à courir. Ses bottes à semelles cramponnées martelaient sourdement la glace. Mais à chaque pas, ce son changeait. D'abord un crissement confiant, puis un craquement inquiétant, et enfin un bruit de succion humide. La glace ici, au bord même de la trouée, était pourrie, rongée par les courants sous-marins et le soleil de printemps. Elle respirait sous ses pieds, se courbait comme la peau tendue d'un tambour, menaçant de se rompre à tout instant. L'inspecteur sentait cette vibration dans ses semelles, dans tout son être. La peur, visqueuse et froide, s'agita quelque part dans son ventre, mais Stéphane la réprima d'un effort de volonté. « Pas maintenant », se commanda-t-il. « Tu auras peur plus tard, quand tu seras au chaud. » À 10 mètres de l'eau, il se jeta sur le ventre. Continuer à courir aurait été un suicide. Il rampa, écartant largement les bras et les jambes pour répartir le poids de son corps lourd sur la plus grande surface possible, se transformant en une sorte de crabe. L'eau glacée suintait à travers les micro-fissures,
imprégnant instantanément son treillis au coude et aux genoux, brûlant sa peau d'un froid qui lui coupait le souffle. Il poussait la gaffe devant lui, la faisant glisser sur la surface mouillée. Devant, à quelques mètres seulement, se déroulait une tragédie digne des dramaturges antiques. Le courant, méchant et rapide, charriait vers lui une petite boule grise. Le louveteau, tombé de la glace, ne couinait plus. Les forces avaient abandonné son petit corps. Il ne faisait que battre des pattes convulsivement, essayant de garder le nez hors de l'eau. Mais la vague noire et glacée le recouvrait encore et encore, le poussant de plus en plus près du bord de la glace où gisait Stéphane. L'inspecteur vit ses yeux, deux perles noires, pleines d'une terreur animale et d'incompréhension. « Tiens bon, petit, tiens bon !» murmurait Stéphane, la joue pressée contre la glace mouillée. Il tendit la gaffe, essayant d'accrocher le louveteau, mais il lui manquait de la longueur, un demi-mètre à peine. 50 misérables centimètres séparant la vie du néant. Et un peu plus loin, sur le fragment de glace qui tournoyait dans le tourbillon, Burat s'agitait. La louve voyait l'homme. Elle voyait cette étrange silhouette aplatie sur la glace, voyait le long bâton dans ses mains. L'instinct séculaire, inscrit dans ses gènes par le sang de milliers de générations d'ancêtres, lui criait « Fuis, l'homme c'est la mort. L'homme c'est les pièges, les balles, le poison. » Mais une autre voix, la voix d'une mère, résonnait plus fort qu'un tocsin. Elle voyait son petit qui se noyait, s'étouffant dans la bouillie glacée. Elle voyait le second, qu'elle serrait convulsivement entre ses dents, sentant sa faible chaleur et son tremblement. Dans ses yeux ambrés, tournés vers Stéphane, il n'y avait pas de méchanceté. Il y avait une question, une terrible question muette. Es-tu ami ou ennemi? Vas-tu sauver ou achever? Le temps s'étira, se transformant en une résine visqueuse. Stéphane et la louve se regardaient par-delà le courant tumultueux. Il vit comment les muscles se tendirent sous sa peau mouillée et comment sa puissante cage thoracique se soulevait. Elle prenait une décision. Une décision qui allait à l'encontre de tout ce que sa rude vie dans la forêt lui avait appris. La plaque de glace avec la louve tangua, poussée par le courant plus près de l'endroit où se débattait le premier louveteau. C'était maintenant ou jamais. Burat plaqua ses oreilles, se ramassa. Elle ne fit pas ce que n'importe quelle mère, humaine ou animale, aurait fait. Avec une puissante impulsion qui fit sombrer la glace sous elle, la louve sauta. C'était un saut de désespoir et de force incroyable. Un éclair argenté traversa l'air et plongea dans l'eau noire. Des éclaboussures jaillirent, se mêlant à la pluie et à la neige. Burat se retrouva dans l'eau à côté du louveteau qui se noyait. Elle ne desserra pas les mâchoires qui tenaient le premier petit. Cela aurait été un meurtre. Au lieu de cela, travaillant furieusement des pattes, elle se contorsionna dans l'eau, présentant son dos, son cou, essayant de rattraper, de pousser le petit qui coulait. L'eau autour d'eux bouillonnait. Le courant les saisit tous les trois, la mère et les deux enfants, et les entraîna. Mais maintenant, il ne les emportait pas vers les rochers, mais vers le bord de la glace où gisait Stéphane. La louve ramait de toutes ses forces. Le froid paralysait ses mouvements. Sa fourrure mouillée la tirait vers le bas comme une cape de pierre. Mais elle se battait. Elle avait réussi à intercepter le louveteau qui se noyait. Pas avec ses dents, non. Ses dents étaient occupées. Elle le pressa avec sa patte contre sa poitrine, son cou, créant un radeau vivant. Il ne formait plus qu'un tout, un enchevêtrement de fourrure mouillée et de douleur que le courant jeta droit sur Stéphane. La distance se réduisit à 2 mètres. Stéphane voyait la gueule retroussée de la louve, entendait sa respiration rauque et gargouillante. Il voyait qu'elle coulait. Les forces l'avaient quittée. Les yeux de Burat se révulsaient, mais elle continuait de ramer, le regard fixé sur l'homme. À cet instant, le mur de méfiance entre eux s'effondra. Elle nageait vers lui. Pas vers le rivage, pas vers une plaque de glace salvatrice, mais vers lui. Elle lui apportait ses enfants comme un don, comme un sacrifice, comme un dernier espoir. « Allez !» hurla Stéphane, couvrant le bruit du vent. Il jeta la gaffe. Elle était désormais inutile. Il se lança en avant, oubliant la glace fine, oubliant le danger. La corde à sa taille se tendit comme une corde de violon. Il glissa dans l'eau jusqu'à la poitrine, sentant la brûlure glaciale envahir son corps, lui couper le souffle, lui serrer le cœur dans un étau. Mais ses mains étaient chaudes. Il les tendit vers la bête. Ses doigts touchèrent la fourrure mouillée sur la nuque de la louve.
C'était le contact de deux mondes, de deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. La fourrure dure et glacée sous ses doigts était comme du papier de verre. Bura ne grogna pas. Elle s'avança vers sa main, l'utilisant comme un appui. Dans ses yeux, Stéphane vit le feu de la vie qui s'éteignait, mais aussi une gratitude infinie. Elle poussa les louveteaux vers lui avec son museau, les plaçant littéralement dans ses paumes. L'eau inondait le visage de Stéphane, la glace s'effritait sous son poids, mais la corde tenait. Elle tenait fermement, reliant l'homme à la machine, et maintenant aussi à la famille de loups. Stéphane attrapa les louveteaux, des paquets mouillés et pitoyables, et d'un seul mouvement, les glissa sous son anorak, contre son corps, sous son pull de laine. Ils étaient froids comme des morceaux de glace, mais vivants. Il sentait leur faible mouvement contre son cœur. Maintenant, c'était son tour. Bura. Elle commença à couler. Sa tête bascula en arrière, l'eau inondait son nez. Elle avait abandonné. En donnant ses enfants, elle avait accompli son devoir et était prête à partir. Non, tu ne m'auras pas, grogna Stéphane. Il la saisit par la peau du cou avec ses deux mains. Le poids était incroyable. La louve mouillée pesait comme un sac de ciment, et les propres vêtements trempés de Stéphane le tiraient vers le fond. Les muscles de son dos hurlèrent de tension. Ses yeux s'assombrirent, mais il tirait. Il tirait avec la fureur d'un berserker, prenant appui avec ses pieds sur le fond glissant qu'il avait trouvé du bout de ses bottes sur un rebord de glace. C'était une bataille non pas avec le poids, mais avec la mort, qui avait déjà posé sa main froide sur la nuque de la bête. Il la tira jusqu'au bord même de la glace. Bura pendait dans ses bras, molle, à moitié vivante. Ses pattes arrière grattaient la glace sans trouver de prise. Stéphane comprit qu'il ne pourrait pas la soulever à bout de bras. Il lui fallait un levier, de l'élan. Il emplit ses poumons d'air, cria, mettant dans ce cri les dernières forces qui lui restaient et, utilisant le ressac d'une vague, il la projeta vers le haut, se jetant de tout son poids en arrière sur la glace. Le rebord de glace sous eux craqua et se brisa, mais il glissait déjà par inertie vers l'intérieur, loin de l'eau. Il gisait sur la glace, l'homme et la louve, côte à côte, respirant lourdement, fumant de vapeur. Autour d'eux, le vent hurlait, mais pour Stéphane, à cet instant, n'existaient que les battements de son propre cœur et le faible mouvement sous son anorak. Il tourna la tête. Bura était couché à côté. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient, des nuages de vapeur s'échappaient de sa gueule. Elle était vivante, et elle le regardait. Dans ce regard, il n'y avait plus de bête sauvage. Il y avait quelque chose qui fit oublier à Stéphane le froid et la douleur. C'était le regard d'une égale, le regard d'une mère qui avait confié ce qu'elle avait de plus cher à un être qu'elle aurait dû haïr. Le monde se rétrécit aux dimensions de la plaque de glace sur laquelle gisaient, respirant avec difficulté, deux créatures séparées par des millions d'années d'évolution, mais désormais liées par un même baptême glacé. Le vent, sentant que sa proie avait échappé à la gueule noire de l'eau, se mit à hurler avec une nouvelle force, leur jetant au visage des poignées de grésil piquants. Stéphane était allongé sur le dos, les bras en croix, et regardait le ciel de plomb du Jura, qui semblait sur le point de s'effondrer sur la terre sous son propre poids. Sa poitrine se soulevait en vagues. Chaque inspiration lui brûlait les poumons comme s'il avalait du verre pilé. L'adrénaline, qui venait de lui donner la force d'un titan, s'évacuait rapidement de son sang, laissant derrière elle une faiblesse et un tremblement dévastateur. Ses muscles, surmenés dans la lutte contre les éléments, commençaient à se raidir, et ses vêtements mouillés, instantanément saisis par le gel, se transformaient en une carapace de glace qui entravait ses mouvements. Mais la sensation la plus importante n'était pas extérieure, mais intérieure. Tout près de son cœur, sous les couches de son pull de laine et de son anorak, s'agitait une chaleur faible, à peine perceptible. Les louveteaux, deux minuscules paquets de vie arrachés à la mort. Ils ne couinaient pas, mais tressaillaient de temps en temps. Et ce mouvement timide ramenait Stéphane à la réalité. Il ne pouvait pas s'offrir le luxe de se reposer. Rester allongé ici, dans le vent glacial, avec des vêtements mouillés, signifiait signer son arrêt de mort et celui des rescapés. L'hypothermie est un tueur sournois. Elle ne vient pas avec la douleur, mais avec le désir trompeur de fermer les yeux et de s'endormir. Stéphane, en gémissant, se tourna sur le côté, s'appuyant sur son coude. À côté de lui gisait Bura. La louve avait l'air pitoyable. Sa magnifique fourrure argentée, qui lui servait il y a peu de manteau royal, était maintenant collée en stalactites sombres, plaquée sur son corps amaigri.
Elle gisait immobile, les pattes étendues, et seul le soulèvement convulsif de ses flancs indiquait que la vie palpitait encore dans cette bête puissante. Ses yeux étaient fermés, de sa gueule entr'ouverte pendait une langue d'où goûtait de l'eau mêlée de sang. Elle avait dû se mordre dans la lutte contre le courant. Stéphane tendit la main, retira son gant trempé et, de sa paume nue, toucha sa tête. La fourrure était dure et glacée, mais la peau en dessous brûlait de fièvre. La fièvre du stress et de l'hypothermie avait déjà commencé. Debout, ma grande. Grésilla Stéphane. Sa voix semblait étrangère, brisée. Pas le moment de mourir, le plus dur est derrière nous. Mais Burat ne bougea pas. Elle avait dépensé toutes ses ressources, sans réserve, pour cette unique charge folle vers l'homme. Elle n'était plus qu'une enveloppe vide où vacillait à peine la flamme de l'instinct. Stéphane comprit qu'elle ne se lèverait pas, qu'elle n'irait pas plus loin. Le véhicule tout-terrain était à une vingtaine de mètres, une distance dérisoire pour un homme en bonne santé. Mais maintenant, sur cette glace pourrie et traîtresse, avec une charge d'un demi-quintal, ce chemin semblait être la route de l'Everest. L'inspecteur se mit à genoux, chancelant. La tête lui tournait, des mouches noires dansaient devant ses yeux. Il vérifia le nœud à sa ceinture. L'assurance le liait toujours au véhicule, son unique ancre dans ce monde instable. Il devait prendre une décision. La laisser ici et transporter les petits au chaud. La raison, froide et pragmatique, lui soufflait que c'était la solution la plus logique, sauver les jeunes, revenir pour la mère s'il en avait le temps. Mais son cœur, ce même cœur qui avait cessé de ressentir la douleur des pertes 15 ans auparavant, se mit soudain à battre avec une nouvelle force. Il regarda la louve. S'il partait maintenant, elle mourrait. Elle gèlerait tout simplement pendant qu'il ferait des allers-retours, où la glace sous elle, déjà rongée par l'eau, ne tiendrait pas et se retournerait. Non, ils partiraient tous ensemble ou personne. Stéphane rampa vers la louve par derrière. Il savait qu'il faisait une bêtise. Toucher un prédateur blessé et désorienté était une violation du premier commandement du garde forestier. Mais il n'avait pas le choix. Il entoura son torse de ses bras sous les pattes avant, en essayant de ne pas trop serrer sa cage thoracique. « Pardonne-moi, ma belle, ça va faire mal », murmura-t-il, et il la tira vers lui, essayant de soulever la partie avant de son corps pour la traîner. Et à cet instant, ce qu'il craignait et attendait arriva. Burat se réveilla. La douleur dans ses muscles endoloris et la peur, perçant à travers le voile de l'inconscience, agirent comme un détonateur. Elle ne reconnut pas en lui son sauveur. Dans son esprit confus, c'était un ennemi qui la saisissait à la gorge. La louve se tortilla avec une vitesse incroyable pour son état. Les mâchoires claquèrent à 1 centimètre du visage de Stéphane, puis se refermèrent sur son avant-bras. Les crocs, acérés comme des poignards, transpercèrent le tissu de l'anorak mouillé, traversèrent le pull et s'enfoncèrent dans la chair. Stéphane rugit, non de douleur, bien que la douleur fût atroce, mais de surprise et de fureur. Une vague de sang chaud jaillit sous sa manche, se mêlant à l'eau glacée. Mais il ne la lâcha pas, ne retira pas sa main, ne la frappa pas en retour. Il se figea, regardant droit dans ses yeux dilatés et fous, où dansait une terreur primitive. Doucement. Aboya-t-il, mettant dans sa voix toute l'autorité, toute la force d'âme qui lui restait. Doucement, idiote, c'est moi. Peut-être l'odeur familière des louveteaux émanant de sa poitrine, peut-être l'assurance d'acier dans sa voix, ou peut-être simplement le retour de la conscience, mais Burat se détendit soudainement. Les mâchoires se desserrèrent. Elle ne lâcha pas complètement sa main, mais la pression disparut. Dans son regard, dirigé vers Stéphane, passa quelque chose qui ressemblait à une prise de conscience de son acte. Elle lécha la manche mordue, un mouvement bref et coupable, et laissa de nouveau tomber sa tête sur la glace. Stéphane reprit difficilement son souffle. Le bras brûlait, les doigts commençaient à s'engourdir, mais les os semblaient intacts. Il essuya la sueur mêlée de neige de son front. On va dire que c'est un autographe en souvenir, marmonna-t-il entre ses dents. Le sang coulait, mais c'était même une bonne chose. La douleur empêchait sa conscience de s'éteindre. Maintenant, il fallait bouger. Stéphane changea de tactique. Il ne pouvait pas la porter. Il saisit la louve par la peau du cou avec une main valide, s'appuyant sur la gaffe de l'autre, et commença à reculer vers le véhicule. Un pas, puis un autre. Les bottes glissaient. Chaque mètre était une lutte. La louve se traînait derrière lui.
Ses pattes arrière laissaient de longs sillons dans la neige, qui se remplissaient aussitôt d'eau. Et à côté de ces sillons, une chaîne de gouttes écarlates, le sang de Stéphane, marquait leur chemin vers le salut. Le vent soufflait dans son dos, comme pour l'aider, le poussant vers la machine. Les louveteaux sous son anorak s'agitèrent. L'un d'eux couina, et se sont agis sur Burat mieux que n'importe quel médicament. Elle essaya d'aider, se mit à bouger ses pattes avant, se poussant sur la glace. Elle rampait. C'était un mouvement pitoyable, brisé, mais il allégea le fardeau de Stéphane de quelques kilos. Ces 20 mètres parurent une éternité à Stéphane. Il ne sentait plus le froid. Le monde se réduisit à un rythme, inspirer, tirer, expirer, douleur. Des bribes de pensée tournaient dans sa tête, des souvenirs de sa femme, du thé chaud, du visage de sa fille qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Il parlait à la louve, sans s'en rendre compte. « Allez, ma belle, encore un peu. Là-bas, il fait chaud, il fait sec, j'ai une baguette avec du saucisson. Tu aimes le saucisson ?» Burat semblait écouter. Elle ne le quittait pas des yeux, et dans ce regard, il n'y avait plus de peur. Il y avait une soumission au destin et une confiance absolue et effrayante. Elle avait remis sa vie entre les mains de l'homme qu'elle venait de blesser, et cela les liait plus solidement que n'importe quelle chaîne. Quand ils atteignirent le véhicule, Stéphane s'effondra à genoux. La machine, énorme et fiable, se dressait comme un rocher au-dessus d'eux. Le moteur tournait au ralenti, le pot d'échappement crachotait une fumée bleutée, promettant la chaleur. Mais maintenant venait le plus difficile, soulever 50 kg de poids vif à une hauteur d'1,5 m dans la cabine. Stéphane n'avait même plus la force de lever le bras, encore moins la louve. Il regarda son bras blessé. La manche était imbibée de sang. Elle était devenue lourde et étrangère. Merde! Jura-t-il. Il détacha le mousqueton de sécurité de sa ceinture, puis, titubant comme un homme ivre, il contourna la machine, ouvrit le haillon arrière. C'était plus bas, mais toujours haut. Il sortit du coffre une rampe aux 2 larges planches d'aluminium avec des encoches, les installa. « Allez, dit-il à la louve. Monte, je sais que tu peux le faire, mais aide-moi. » Il la saisit de nouveau. Cette fois par derrière, sous les cuisses. Ignorant la douleur atroce dans son bras mordu, il la poussa vers le haut de la rampe inclinée, s'appuyant avec son épaule contre sa croupe mouillée. Burat grattait le métal avec ses griffes, grognant d'effort, mais elle rampait. Centimètre par centimètre. Il formait un seul organisme, une créature à 6 pattes luttant pour sa survie. Quand les pattes avant de la louve touchèrent le plancher du coffre, Stéphane poussa un rugissement de victoire. D'un dernier effort, il la poussa, et elle tomba à l'intérieur, s'écrasant lourdement sur le sol strié. Stéphane monta à sa suite, claqua le haillon, coupant le hurlement du vent et les coups de la mort. Le silence à l'intérieur parut assourdissant. La chaleur du moteur en marche les enveloppa. Stéphane glissa le long de la paroi jusqu'au sol, étendant les jambes. Il déboutonna sa veste, sortit les louveteaux avec des doigts tremblants. Ils étaient mouillés, mais vivants, et commençaient même à couiner, réclamant de la nourriture. Il les posa près du museau de leur mère. Burat, sans lever la tête, en lécha un, puis l'autre, puis, rassemblant ses dernières forces, les attira contre son ventre. Et c'est là que Stéphane remarqua qu'elle regardait sa main. De la manche mordue, une goutte de sang tomba sur le sol. La louve s'étira et, avant que Stéphane ait pu réagir, lécha cette goutte sur le sol, puis leva les yeux vers lui. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui serra le cœur du vieux garde, qui avait tout vu dans sa vie. Ce n'était pas simplement une excuse, c'était la reconnaissance d'un lien de sang. À l'intérieur de la cabine, cela sentait le chien mouillé, le gazole et le goût métallique du sang. Le vrombissement du chauffage, fonctionnant à plein régime, semblait à Stéphane le plus beau son du monde, l'hymne de la vie victorieuse du silence glacé du lac. La chaleur, épaisse et dense, commençait à gagner du terrain sur le froid, s'infiltrant à travers les vêtements mouillés. Mais avec la chaleur vint la douleur. Le bras, mordu par la louve, pulsait comme si du plomb en fusion coulait dans ses veines à la place du sang. Chaque battement de cœur se répercutait dans l'avant-bras en un écho sourd et déchirant. Mais Stéphane n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il était assis sur le sol strié, le dos appuyé contre la paroi, et regardait les 2 boules grises couchées contre le ventre de leur mère. Burat, énorme et toujours effrayante même dans sa faiblesse,
ne le quittait pas des yeux. Elle respirait lourdement, avec un sifflement. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient, essayant de réchauffer sa progéniture avec les restes de sa propre chaleur. L'un des louveteaux, celui qui était resté tout le temps dans la gueule de sa mère, s'agitait déjà, poussant son museau aveugle à la recherche de lait. Il était actif, avide de vie. Mais le second gisait dans un silence anormal. Stéphane se pencha en avant. La louve se tendit immédiatement, découvrant ses crocs. Un réflexe que même l'épuisement ne pouvait supprimer. Doucement, mère, doucement, murmura-t-il, sans la quitter des yeux. Il tendit lentement sa main valide et toucha le corps du second louveteau. Il était froid comme un morceau d'argile, et d'une mollesse effrayante. Le louveteau ne respirait pas. Une teinte bleutée avait déjà envahi ses gencives, et sa minuscule cage thoracique était immobile. C'était le petit que le courant avait fait tournoyer dans l'eau glacée jusqu'à ce que Stéphane le repêche. L'eau avait rempli ses poumons, et maintenant la mort se tenait au seuil, la main sur la poignée de la porte. Stéphane jura entre ses dents. Les sauver de l'eau, les traîner à travers l'enfer de glace, pour les perdre maintenant, au chaud. Non, pas pendant son service. Il se rapprocha résolument, ignorant le grognement sourd de Burat. « Il faut que je le prenne, tu comprends ? » « Que je le prenne, dit-il fermement, la regardant droit dans les yeux jaunes. Il ne savait pas si elle comprenait les mots, mais elle devait comprendre l'intonation. Lentement, très lentement, pour ne pas provoquer d'attaque, il prit le louveteau sans vie et le posa sur ses genoux. Burat tressaillit, sa tête s'élança en avant, mais elle s'arrêta à 1 centimètre de sa main. Elle tremblait, déchirée entre l'instinct de protéger et l'instinct de faire confiance. Elle le laissa faire. Stéphane se mit au travail. Il se souvint de tous les cours de premier secours qu'il avait suivis en 30 ans de service, mais il les appliquait non pas à un homme, mais à une créature d'un demi-kilo. Il retourna le louveteau tête en bas, le tenant par les pattes arrière, et le secoua plusieurs fois, brusquement mais avec précaution. Un filet d'eau trouble s'écoula de la bouche et du nez du petit. « Allez, mon grand, recrache cette saleté, marmonna Stéphane. Il posa le louveteau sur le côté, sur sa paume chaude, et commença à masser sa minuscule cage thoracique avec l'index et le majeur. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3. Les côtes sous ses doigts semblaient fragiles comme des allumettes. Il avait peur de les briser, mais il savait que la pitié tuerait maintenant plus sûrement que la brutalité. Il devait faire repartir ce cœur minuscule, le forcer à battre au rythme de la vie. Les minutes s'éternisaient. Un tel silence régnait dans la cabine qu'on pouvait entendre la neige crisser en frappant les vitres à l'extérieur. Le louveteau ne réagissait pas. Il gisait comme une poupée de chiffon, grise et sans vie. Burat se mit à gémir. Un son fin, aigu, plein d'une complainte totale. Elle sentait la mort. Elle connaissait cette odeur. Stéphane sentit une sueur froide couler dans son dos. Tout cela pour rien ? Avait-il perdu ? Il se pencha vers le museau du louveteau, entoura son nez de ses lèvres et souffla un peu d'air. Le volume d'un dé à coudre, mais pour un louveteau, c'était un ouragan. La cage thoracique se souleva. Il se recula, appuya de nouveau ses doigts sur le cœur, puis souffla à nouveau. « Allez, n'ose même pas partir, grogna Stéphane. Il frotta le corps avec un gant de laine rêche qu'il avait retiré de son autre main, le frictionnant si fort que la peau commença à chauffer. Friction, douleur, stimulation, tout ce qui pouvait ranimer l'étincelle. Et soudain, un faible gargouillis, comme si une bulle d'air avait éclaté dans un marécage. Le corps dans ses mains tressaillit une fois. Une deuxième fois. Le louveteau ouvrit la gueule et inspira convulsivement, toussant de l'eau. Ce son, une toux pitoyable et humide, résonna aux oreilles de Stéphane comme la plus belle symphonie de Tchaïkovski. Le louveteau se mit à respirer. D'abord de manière irrégulière, avec des hoquets, puis de plus en plus assurément. Son cœur se mit à battre sous les doigts de Stéphane. Toc toc toc. Rapide, comme une machine à coudre. La couleur rose commença à revenir sur ses gencives. Stéphane expira, sentant ses propres jambes flageoler, bien qu'il fût déjà assis. Il leva les yeux vers Burat. La louve avait étiré le cou. Ses narines se dilataient, captant l'odeur de l'état changé du louveteau. L'odeur de la mort était partie, remplacée par l'odeur de la vie. Stéphane lui tendit le petit.
Elle le prit non pas avec ses dents, mais avec sa langue. Elle se mit à lécher son museau intensément, brutalement, enlevant les restes d'eau et stimulant la circulation sanguine. Le louveteau couina et rampa aussitôt vers son ventre, vers la source de nourriture et de chaleur. Une minute plus tard, les deux petites étaient déjà, tétant bruyamment et poussant avec leurs pattes. La scène était si paisible, si domestique, qu'elle détonnait avec la tempête au dehors et la main ensanglantée de l'homme. Maintenant que la crise était passée, Stéphane se souvint de lui-même. L'adrénaline s'était complètement retirée, et la douleur dans son bras le submergea. Il remonta prudemment la manche de son pull, grimaçant et sifflant entre ses dents. Le tissu avait séché sur la plaie, et l'arracher était une torture. Quand il eut enfin découvert son avant-bras, le spectacle n'était pas agréable. 4 trous profonds des crocs, des bords déchiquetés, un hématome s'étalant en une tache violette. Le sang suintait encore, mais heureusement, les artères n'avaient pas été touchées. Le vieux garde savait que les morsures d'animaux sont dangereuses non pas tant pour la perte de sang que pour l'infection. Les dents d'un prédateur sont un nid à bactéries. Il devait traiter la plaie de toute urgence. Il attrapa la trousse de premier secours fixée à la paroi de la cabine, en sortit du peroxyde d'hydrogène, des bandages et une petite bouteille d'alcool médical. Il ouvrit le peroxyde avec ses dents et en versa généreusement sur la plaie. Une mousse blanche se forma, sifflant et bouillonnant, nettoyant la saleté et la salive. Stéphane grogna, se mordant la lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier. La douleur était aveuglante, mais elle lui remettait les idées en place. Burat, entendant son gémissement étouffé, leva la tête. Elle cessa de lécher les louveteaux et regarda attentivement ce qu'il faisait. Il n'y avait pas d'agressivité dans son regard, plutôt une curiosité étrange, presque scientifique. Elle voyait que l'homme était blessé et savait qui en était l'auteur. Elle voyait son sang sur sa veste et son sang à lui sur son museau. Ce mélange de fluides avait créé entre eux un lien invisible. Un nœud que le destin lui-même avait noué. Stéphane banda son bras, serré, fixant professionnellement le pansement avec ses dents. Puis il sortit de son sac à dos une flasque de marque du Jura. Il en prit une grande gorgée, sentant le liquide ardent lui brûler la gorge et tomber dans son estomac, apportant un soulagement instantané. Il regarda la louve et sourit. « Toi aussi, tu en aurais bien besoin, ma belle, mais tu t'en passeras, dit-il à voix haute. Le son de sa propre voix le calmait. Il sortit un morceau de charcuterie, son déjeuner qu'il avait complètement oublié, en coupa la moitié avec son couteau et le jeta à Burat. La viande tomba près de son nez. Elle ne se jeta pas dessus comme l'aurait fait un chien affamé. Elle le renifla d'abord, puis regarda Stéphane, comme pour demander la permission ou chercher un piège. Et seulement ensuite, avec précaution, avec dignité, elle prit le morceau et l'avala presque sans mâcher. Elle avait besoin de force, elle avait besoin de lait. Dehors, la tempête faisait rage. Le vent secouait la lourde machine, projetait de la neige contre les vitres, hurlait comme une bête affamée réclamant sa part. Mais à l'intérieur, dans le petit espace du véhicule tout-terrain, éclairé par la faible ampoule du tableau de bord, régnait la paix. Stéphane regardait la famille de loups, les louveteaux endormis, la tête énorme de Burat qui reposait maintenant sur ses pattes, et ses yeux commençaient à se fermer. Il comprenait que cette nuit serait longue. Ils étaient coincés ici. Au milieu du lac déchaîné, 2 solitudes, 2 prédateurs, l'un avec un fusil, l'autre avec des crocs, forcés de partager une même tanière pour survivre. Et à cet instant, en regardant la respiration régulière de la bête qui aurait pu le tuer 1 heure plus tôt, Stéphane sentit comment la glace qui enserrait son propre cœur depuis 15 ans se fissura. La nuit tomba sur le lac non pas doucement, comme d'habitude, mais s'abattit comme une lourde pierre tombale, éteignant instantanément le crépuscule gris et plongeant le monde dans une obscurité impénétrable. Dehors, le véhicule tout-terrain s'était transformé en un minuscule bathyscaphe plongé dans les profondeurs d'une tempête de glace. Le vent hurlait avec une telle fureur qu'il semblait que des milliers d'esprits affamés de la forêt grattaient la carrosserie, exigeant d'entrer. La coque métallique du véhicule vibrait sous les rafales, et chaque assaut des éléments se répercutait dans le corps de Stéphane en une vibration douloureuse. À l'intérieur de la cabine, la faible lumière du tableau de bord ne découpait dans l'obscurité que des fragments de cette scène surréaliste, le sol strié et humide, la masse grise de la bête enroulée sur elle-même, et des ombres tremblantes dansant sur les murs. Le temps avait perdu son cours, dissous dans le bourdonnement monotone du chauffage et le sifflement du vent. Pour Stéphane, la réalité commençait à s'effilocher.
L'adrénaline qui l'avait maintenue debout ces dernières heures s'était complètement consumée, ne laissant derrière elle qu'un champ de cendres de fatigue et une maladie naissante. Le bras, bandé, avait enflé et brûlé comme si des charbons ardents couvaient sous la peau. L'infection, entrée avec les crocs de la louve, ou simplement la violente hypothermie, avait commencé son travail destructeur. Stéphane était pris de frissons. D'abord légers, à peine perceptibles. Ils se transformèrent rapidement en un tremblement violent et incontrôlable qui faisait claquer ses dents et lui contractait les muscles du dos. Il avait froid. Un froid mortel, malgré le chauffage en marche. C'était un froid intérieur, venant du cœur même de son organisme, qui avait épuisé toutes ses ressources pour se battre pour la vie d'enfant qui n'était pas les siens. Stéphane essaya de s'envelopper plus étroitement dans sa veste, mais la laine mouillée de son pull semblait maintenant être une compresse glacée. Ses yeux se fermaient, ses paupières étaient de plomb. Sa conscience commença à s'embrouiller, à sombrer dans une torpeur visqueuse et collante, où les frontières entre la réalité et le rêve s'estompaient. Il avait l'impression de ne pas être dans la cabine du véhicule, mais de nouveau à la maison, sur son vieux canapé, mais pour une raison quelconque, il ne parvenait pas à se réchauffer sous sa couverture préférée. Dans ce demi-délire, elle vint à lui, Marie. Elle n'apparut pas tout de suite. D'abord comme une image floue, tissée de chaleur et de lumière, debout près du poêle. Sa femme, qu'il avait enterrée 15 ans plus tôt, était telle qu'au jour de leur rencontre, jeune, avec une tresse blonde jetée sur l'épaule, et dans ce même châle bleu qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. Elle avait des yeux couleur de ciel d'été et des fossettes sur les joues qui apparaissaient quand elle souriait. Marie était une femme douce, réconfortante, qui sentait la pâte à brioche et les herbes séchées. Tout le contraire de Stéphane, austère et anguleux. Elle était son ancre, son havre de paix. Dans la vision, elle tendait les mains vers lui, disait quelque chose, mais le bruit de la tempête étouffait sa voix. Stéphane tendait les bras vers elle, voulait la toucher, sentir cette chaleur oubliée, mais ses doigts ne saisissaient que le vide. « Marie » murmura-t-il dans la réalité. Ses lèvres étaient gercées et sèches. « J'ai si froid, Marie. » Burat ne dormait pas. La louve était couchée, la tête posée sur ses pattes avant, et observait attentivement l'homme. Les instincts de la bête fonctionnaient avec précision, même dans un état d'épuisement extrême. Elle entendait comment la respiration de l'homme avait changé, devenant rapide, superficielle, rauque. Elle sentait l'odeur de la maladie, une odeur âcre et acide, qui commençait à émaner de son corps, masquant l'odeur du sang et du tabac. L'homme, cet étrange bipède qui avait sauvé ses enfants, s'éteignait. La louve le comprenait à un niveau de savoir ancestral. Quand la chaleur quitte le corps, la mort arrive. Elle voyait comme il tremblait. Les louveteaux, repus et réchauffés contre son ventre, dormaient d'un sommeil profond, agitant parfois leurs pattes. Ils avaient chaud, mais l'homme, non. Burat tourna son regard vers la fenêtre, derrière laquelle la tempête faisait rage. Elle savait que dehors, c'était la mort, mais ici aussi, à l'intérieur, la mort se glissait vers celui qui était devenu leur protecteur. Dans son cerveau de loup, il n'y avait pas de concept de gratitude au sens humain, mais il y avait le concept de meute et le concept d'échange. Il avait donné la vie à ses enfants. Maintenant, l'équilibre était rompu, et la nature exigeait un rééquilibrage. Stéphane gémit dans son sommeil. Sa tête bascula sur le côté. Il se cogna l'occiput contre la paroi, mais ne se réveilla même pas. Le claquement de ses dents devint si fort qu'il couvrait le crépitement du chauffage. Burat, lentement, en essayant de ne pas réveiller les louveteaux, se leva. Ses pattes tremblaient de faiblesse. Chaque mouvement lui coûtait. Ses muscles étaient endoloris après le bain glacé. Elle fit un pas. Puis un deuxième. Ses griffes cliquetèrent sur le métal. Elle s'approcha de l'homme. De lui émanait une chaleur de fièvre et en même temps un froid de tonte de ses vêtements mouillés. La louve resta un instant à renifler son visage, sentant son souffle chaud sur son museau. Puis elle prit sa décision. Burat enjamba prudemment les jambes étendues de Stéphane et se coucha non pas à côté, non pas à ses pieds, mais directement sur lui. Elle installa son corps lourd et puissant en travers de ses jambes et de son ventre, le recouvrant comme une couverture. Sa fourrure épaisse et dense, qui commençait déjà à sécher dans la chaleur de la cabine, devint une source de chaleur vivante. Les louveteaux, sentant que leur mère s'était déplacée, couinèrent de mécontentement et rampèrent à sa suite, grimpant sur les jambes de Stéphane pour se blottir à nouveau contre le flanc chaud de leur mère. La lourdeur.
Ce fut la première chose que Stéphane sentit à travers le voile du délire. Une lourdeur agréable, qui le clouait au sol, qui ne l'étouffait pas, mais l'ancrait. Et la chaleur, une chaleur vivante, pulsante, qui commençait à pénétrer à travers le tissu mouillé, réchauffant son sang gelé. Le tremblement commença à se calmer. L'image de Marie dans son rêve sourit et se dissipa, laissant place à autre chose, à une sensation de sécurité primitive. Stéphane entr'ouvrit les yeux. Dans la pénombre, il vit juste devant son visage de la fourrure grise. Il ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, tourna la tête et croisa le regard de Burat. Son museau reposait sur sa poitrine, sa lourde tête pesait sur ses côtes. Mais cette pression était salvatrice. Ses yeux jaunes le regardaient calmement, sans l'ombre d'une menace, avec une fatigue sage, presque humaine. Ils étaient couchés en tas, l'homme, la louve et les deux louveteaux qui s'agitaient quelque part au niveau de ses genoux. Les frontières des espèces s'étaient définitivement effacées. Ici, dans cette boîte de fer au milieu d'un enfer de glace, ils n'étaient que des êtres vivants, blottis les uns contre les autres pour ne pas laisser la flamme de la vie s'éteindre. Stéphane voulut bouger, mais il n'en avait pas la force. Et il ne voulait pas non plus briser ce moment. Il sortit lentement sa main valide de sous sa veste et, obéissant à un sentiment de tendresse oublié, posa sa paume sur la nuque de la louve. Ses doigts s'enfoncèrent dans le sous-poil épais. Burat soupira profondément. Un long soupir vibrant qui traversa tout son corps et se transmit à Stéphane, et elle ferma les yeux. Elle le lui permit. Plus que ça, c'est elle qui était venue à lui. Stéphane resta allongé, écoutant les battements de son cœur, qui semblaient se synchroniser avec les siens. La douleur dans son bras devint sourde et lointaine. La fièvre recula, mais ce n'était plus le frisson glacial de la mort, mais la chaleur de la lutte, dans laquelle il n'était pas seul. « Merci », murmura-t-il dans la fourrure de la bête. La langue, elle ne la connaissait pas, mais l'intonation était universelle. La nuit s'éternisa. Le vent dehors changeait de tonalité, passant parfois à un sifflement aigu, puis se calmant en un murmure menaçant. Par moments, Stéphane sombrait dans le sommeil, mais c'était maintenant un sommeil sans cauchemar. Il rêvait de la forêt, estivale, verte, inondée de soleil, où cela sentait la résine et les fraises des bois. Et dans cette forêt, à côté de lui, marchait une énorme louve argentée, et autour couraient des louveteaux. Il se réveillait parce qu'un des louveteaux, enhardi, lui grimpait sur la poitrine, poussant son museau humide contre son menton, et Stéphane, souriant dans l'obscurité, le repoussait doucement vers sa mère. Vers le matin, la tempête commença à se calmer. Le vent, fatigué de sa propre fureur, s'apaisa, ne laissant derrière lui que des congères de neige qui barricadaient le véhicule presque jusqu'au toit. Il fit plus frais dans la cabine. Le carburant se consumait, mais le pire était passé. Quand la première lueur grise de l'aube, trouble et incertaine, se glissa à travers les vitres givrées, Stéphane reprit complètement ses esprits. Il était faible, sa tête bourdonnait comme une marmite vide, mais il était vivant, et il n'était pas seul. Burat était toujours couché sur lui, bien que les louveteaux fussent déjà réveillés et eussent commencé leur agitation. Stéphane bougea prudemment. La louve ouvrit immédiatement les yeux. Son regard était clair, méfiant, mais plus sauvage. Elle leva lentement la tête, retira ses pattes de sa poitrine, s'étira en faisant craquer ses articulations, et sauta au sol. La magie de la nuit s'était dissipée avec l'arrivée de la lumière. Les rôles revenaient, l'homme et la bête. Mais ce qui s'était passé dans l'obscurité avait changé à jamais la donne. Ils n'étaient plus ennemis. Ils n'étaient même plus de simples compagnons de route. Ils étaient devenus une meute, du même sang, versée sur la glace et mêlée dans les veines de cette nuit de folie. Stéphane s'assit en gémissant, grimaçant de douleur dans son corps endolori. Il regarda sa main. Le pansement était imprégné de sérosité, mais l'inflammation ne semblait pas s'être étendue. « Alors, les voisins ?» dit-il d'une voix rauque. « Il est temps de sortir d'ici. Amour doit devenir fou, là-bas. » À la mention du nom du chien, son cœur se serra de culpabilité, mais la pensée de la maison lui redonna des forces. Il tendit la main vers le tableau de bord pour vérifier le niveau de carburant. Et à cet instant, Burat s'approcha de lui et, pour la première fois de sa propre initiative, poussa son museau contre son genou. Un contact bref et sec. Un signe. Le sceau d'une alliance. Le matin sur le lac après la tempête n'arrive jamais comme un réveil, mais comme une révélation.
Le soleil, échappé de la prison des nuages de plomb, frappa les yeux d'une blancheur aveuglante, transformant l'étendue enneigée du lac en un miroir géant brisé en millions d'éclats scintillants. Stéphane, plissant les yeux de douleur, essuya la vitre embuée du véhicule avec sa manche. Le monde extérieur était méconnaissable. Là où hier s'étendaient des champs plats, s'entassaient maintenant des tauros, des châteaux et des tours de glace, poussés par la force monstrueuse de la compression. Des fissures, semblables à des cicatrices noires, serpentaient dans toutes les directions, et la vapeur s'élevant de l'eau libre créait l'illusion d'un chaudron en ébullition. Ce n'était plus une route, mais un labyrinthe créé par un architecte fou, où chaque mauvais coup de volant pouvait être le dernier. À l'intérieur de la cabine, l'air était confiné, lourd, mais étonnamment paisible. Burat, sentant l'homme bouger, leva la tête. À la lumière du jour, sa fourrure, séchée et gonflée, semblait être un manteau d'argent digne d'une reine du Nord. Elle ne retroussa pas les lèvres quand Stéphane tendit la main vers la clé de contact, mais agita simplement une oreille, avertissant les louveteaux qui se turent aussitôt, le nez dans le ventre chaud de leur mère. Stéphane tourna la clé. Le diesel toussa, crachant un nuage de fumée bleutée, et se mit à ronronner régulièrement. La vibration parcourut la carrosserie, et les louveteaux couinèrent de peur. Mais Burat émit un son guttural bas et apaisant, et ils se calmèrent. « Allez, les enfants. Accrochez-vous bien, dit Stéphane d'une voix rauque en enclenchant une vitesse. Le véhicule tangua et commença à avancer lentement, écrasant les congères sous ses énormes roues. Le chemin vers le rivage, qui par temps clair prenait tout au plus 20 minutes, se transforma en une opération tactique. Stéphane conduisait prudemment, sentant la glace comme si les roues étaient le prolongement de ses propres nerfs. Il contournait les trous d'eau, franchissait les crêtes de glace, s'arrêtant parfois pour évaluer la solidité de la couche. Chaque mètre était une lutte. À un moment, la roue avant glissa dans une fissure cachée sous la neige. La machine s'inclina brusquement sur le côté droit. Burat, perdant l'équilibre, glissa sur le plancher, mais ne paniqua pas. Elle se cala simplement avec ses pattes contre la paroi, protégeant ses petits de son corps, et regarda Stéphane. Il n'y avait pas de reproche dans son regard, seulement une attente calme. « C'est toi le chef de cette meute de fer, à toi de réparer. » Et Stéphane réparait. Il manœuvrait les leviers, accélérait, balançait la machine jusqu'à ce que, rugissant de son moteur, elle s'extirpe du piège de glace. Dans ce silence tendu, seulement rompu par le vrombissement du moteur et le craquement de la glace, Stéphane se mit à parler. D'abord de manière hachée, juste pour ne pas s'endormir, puis de plus en plus lié. Il racontait sa vie à la louve, ce dont il s'était eu depuis 15 ans. Tu sais, Burat, moi aussi, j'ai cru que je pouvais m'en sortir seul, que je n'avais besoin de personne. Quand Marie est partie, j'ai fermé la porte de mon âme avec un verrou si solide que j'en ai perdu la clé. Je pensais que c'était plus facile comme ça, mais en fait, c'était juste une mort lente. La louve écoutait. Elle était assise, regardant par le pare-brise les blocs de glace qui défilaient, et ses oreilles pivotaient au son de sa voix. Elle ne comprenait pas les mots de solitude et de perte, mais elle comprenait l'intonation de la confession. Les animaux sentent quand un homme baisse son armure. Et à cet instant, dans l'étroite cabine du véhicule tout-terrain rampant sur la glace mourante, le vieux garde et la bête sauvage étaient plus proches l'un de l'autre que bien des gens qui ont vécu côte à côte toute leur vie. Le rivage apparut au bout d'une heure. C'était une fine bande sombre de forêt, séparant le silence blanc du lac du monde vivant. À la vue de la terre, le cœur de Stéphane se mit à battre plus vite. Là, sur le sol ferme, se terminait leur histoire commune et commençait la réalité, où ils redeviendraient ennemis ou étrangers. Il regarda Burat. Elle aussi avait senti la terre. Ses narines se dilatèrent, aspirant l'odeur des conifères, des feuilles en décomposition et de la fumée. Elle se tendit. Dans ses yeux, la flamme sauvage réapparut. La forêt l'appelait. C'était sa maison, son royaume, où elle connaissait chaque sentier. Le véhicule franchit les derniers mètres de glace, brisant bruyamment la banquise côtière, et roula sur la plage de galets. Les roues trouvèrent enfin un appui solide. Le grondement des pierres sous les pneus sonna comme une musique. Ils étaient sur la terre ferme. Stéphane coupa le moteur. Le silence qui suivit fut assourdissant. La forêt se dressait comme un mur, sombre, majestueuse, sentant l'humidité et le printemps. Stéphane ne se pressa pas d'ouvrir la porte. Il était assis, les mains sur le volant, et regardait sa maison,
visible derrière les arbres. La vieille bâtisse en rondin noirci par le temps, avec son antenne de travers et un filet de fumée s'échappant de la cheminée. C'était sa maison, sa forteresse. Et là, sur le perron, un mouvement. Amour. Le vieux chien sortit à la lumière, plissant les yeux au soleil. En une journée d'absence de son maître, il semblait avoir vieilli d'1 an. Il n'avait pas dormi. Tout ce temps, il était resté assis à attendre, écoutant le hurlement de la tempête, craignant que le son du moteur ne vienne plus jamais troubler le silence de la forêt. En voyant la silhouette familière du véhicule, le chien se figea. Sa queue remua timidement 1 fois, 2 fois, puis, oubliant ses articulations douloureuses, il se mit à boiter à la rencontre de la machine, aboyant d'un jappement joyeux et aigu. Mais la joie fut de courte durée. À une 50aine de mètres de la machine, Amour s'arrêta net. Le vent lui avait apporté une odeur. Une odeur que tout chien reconnaît entre 1000. L'odeur de l'ennemi ancestral. Le poil sur la nuque d'Amour, habituellement lisse, se hérissa, se transformant en une crête dure. Ses babines se retroussèrent, découvrant des crocs vieux, usés, mais toujours dangereux. De sa gorge s'échappa un grognement bas et rocailleux, semblable au bruit de pierres qui roulent. Amour était vieux. Il voyait et entendait mal, mais son nez ne mentait pas. Dans la machine de son maître, il y avait un loup. Et pas n'importe quel loup, mais un prédateur fort et dangereux. Pour un chien dont la vie s'était passée au service de l'homme et à la protection de son territoire, c'était une trahison et une invasion. Amour ne recula pas. Il se mit en position de combat, chancelant sur ses pattes faibles, barrant la route vers la maison. Il était prêt à mourir, mais pas à laisser l'ennemi franchir le seuil. Stéphane vit cela à travers la vitre, vit la posture de son fidèle ami, vit sa préparation au dernier combat et vit la réaction de Burat. La louve dans la cabine se tendit également. Elle vit le chien. Pour elle, ce n'était pas un simple chien, c'était un gardien de frontière, un obstacle sur le chemin de la liberté. Elle plaqua ses oreilles, ses babines tremblèrent en un rictus, mais elle ne grogna pas. Elle regarda Stéphane. Dans son regard, une question, et maintenant? Es-tu avec lui ou avec moi? Stéphane comprit que le moment le plus difficile était arrivé. Le moment où il fallait séparer 2 mondes, sans les laisser s'affronter et se détruire mutuellement. Il ouvrit lentement la porte de la cabine. L'air frais et pur s'engouffra à l'intérieur, enivrant de sa propreté. Assis. Aboya Stéphane en sortant. Sa voix, habituée à commander, résonna comme un coup de feu. Amour tressaillit, ses oreilles se plaquèrent, mais il ne s'assit pas. Il restait debout, regardant la porte ouverte d'où émanait l'odeur du loup. Amour, ce sont des amis. Pas touché, répéta Stéphane plus doucement, mais avec la même note d'acier. Il descendit à terre. Ses jambes flageolaient légèrement après une journée passée assis. Il s'approcha du chien, ignorant son grognement, et s'agenouilla devant lui. Il prit sa grosse tête entre ses paumes, plongea son regard dans ses yeux troubles. Doucement, mon vieux, doucement. J'ai ramené un invité. Pas un ennemi, un invité. Le chien tremblait sous ses mains. Il ne comprenait pas. Toute son expérience, tous ses instincts criaient au danger. Mais l'amour pour son maître, l'habitude d'obéir était plus fort que la nature. Le grognement s'apaisa peu à peu, remplacé par un gémissement plaintif. Amour lécha le nez de Stéphane, mais continuait de lorgner la machine. Stéphane se releva et retourna au véhicule. Il ouvrit grand le haillon arrière, abaissant la rampe sur le sol pierreux. Le chemin était libre. La forêt, sombre et attirante, n'était qu'à quelques pas. Burat se leva. Elle s'ébroua, détendant ses membres engourdis. Les louveteaux, sentant l'air frais, couinèrent, mais leur mère les poussa du museau vers la sortie. Elle descendit la première par la rampe, posant prudemment ses pattes sur le sol, en testant la solidité. Puis elle se retourna et grogna légèrement, appelant ses enfants. Les louveteaux, se déplaçant maladroitement, dévalèrent la planche inclinée et plongèrent aussitôt leur nez dans la mousse, humant les odeurs du vaste monde dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Burat se tenait sur le sol, respirant le vent de la liberté. Elle était chez elle, mais elle ne s'enfuit pas tout de suite. Elle se tenait entre la forêt et l'homme, entre la liberté sauvage et le souvenir de la chaleur. Et dans cette pause résonnait la musique silencieuse de l'adieu. La forêt ne les accepta pas tout de suite.
Les premiers pas des louveteaux sur la terre étaient mal assurés. Ils trébuchaient sur les racines de pin qui sortaient de la mousse comme les doigts noueux de vieillards, et se serraient craintivement contre les pattes arrière de leur mère. Pour eux, nés sur la glace et n'ayant connu que le froid et la dureté du métal, ce monde d'odeurs, de sons et de sols meubles était d'une immensité effrayante. Burat marchait lentement, s'adaptant aux pas de ses enfants, mais dans chacun de ses mouvements transparaissait déjà la force qui revenait. Elle n'était plus cette ombre mouillée et pitoyable que Stéphane avait hissée dans son véhicule. C'était maintenant la maîtresse de la forêt, foulant son domaine. Sa fourrure, ébouriffée par le vent, argentée au soleil. Ses muscles roulaient sous sa peau avec la grâce d'un ressort comprimé. Elle ne se retournait pas, comme pour couper les ponts avec le passé. Comme si cette nuit dans la machine, pleine de douleur et de chaleur humaine, n'avait jamais existé. Stéphane se tenait près du haillon ouvert, l'épaule appuyée contre le métal froid. À côté de lui, le poil toujours hérissé sur la nuque, était assis Amour. Le vieux chien ne grognait plus, mais son corps était tendu comme une corde. Il suivait du regard les ennemis éternels qui s'enfonçaient dans le taillis, et dans ses yeux troubles se lisait un mélange de soulagement et d'une profonde perplexité canine. Pourquoi le maître les avait-il laissés partir? Pourquoi ne lui avait-il pas donné l'ordre d'attaquer? Pourquoi les avait-il nourris de sa propre main? Ces questions resteraient sans réponse dans sa tête de chien, mais sa fidélité à Stéphane était au-dessus des instincts. Le garde sortit un paquet de cigarettes, mais n'en alluma pas une. Il la faisait simplement rouler entre ses doigts, regardant la troïka grise s'éloigner. Le bras sous le pansement lui faisait mal. Une douleur sourde et pulsante qui deviendrait désormais sa compagne pendant de longues semaines, et les cicatrices resteraient à jamais. « Va, Burat, va » murmura-t-il, et le vent emporta ses mots vers la cime des sapins. « Et ne croise plus mon chemin. La prochaine fois, je pourrais avoir un fusil. » Il se mentait à lui-même, et il le savait. Il ne pourrait plus jamais lever son arme sur un loup. Pas après avoir senti les battements de leur cœur contre sa poitrine. La louve et ses petits avaient déjà atteint la lisière de la sapinière dense, où les ombres étaient épaisses et bleues. On aurait dit qu'elle allait se dissoudre dans cette pénombre, disparaître comme une vision. Mais soudain, elle s'arrêta. Les louveteaux, ayant couru quelques mètres de plus par inertie, s'immobilisèrent aussi, regardant leur mère. Burat se retourna lentement. Elle se tenait sur une petite butte couverte d'érelles, et regardait droit vers Stéphane. La distance entre eux était d'une centaine de mètres, mais l'air était si transparent que le garde pouvait voir l'expression de son museau. Il n'y avait pas de méchanceté bestiale, pas de peur. C'était le regard d'un égal à un autre, le regard d'une créature qui se souvient. Et alors, elle se mit à chanter. Ce n'était pas le hurlement qui glace le sang des voyageurs égarés. Ce n'était pas un signal de ralliement de la meute ou un cri avant la chasse. Burat leva son museau vers le ciel, ferma les yeux, et de sa gorge s'écoula un chant, profond, vibrant, plein d'une mélancolie et d'un triomphe inexprimable à la fois. Le son commençait par des notes basses, utérines, semblables au grondement de la terre, puis s'élevait vers les hauteurs, devenant pur et perçant comme le son du cristal. C'était un remerciement, c'était un adieu, c'était un hymne à la vie qui avait vaincu la mort sur le champ de glace du lac. Amour, entendant ce son, n'aboya pas. Il s'assit, se pressa contre la jambe de Stéphane et gémit doucement, reconnaissant la grandeur du moment. Stéphane écoutait, et sur sa joue mal rasée, sillonnée de rides, coula une unique larme d'homme, qu'il ne prit pas la peine d'essuyer. Le hurlement dura 1 minute, peut-être 2, remplissant tout l'espace, se répercutant sur les rochers, s'emmêlant dans les branches des arbres, pénétrant jusqu'au plus profond de l'âme, puis il cessa aussi soudainement qu'il avait commencé. Burat baissa la tête, jeta un dernier regard à l'homme et glissa silencieusement dans la forêt. Les louveteaux trottinèrent derrière elle. Une seconde plus tard, il n'y avait plus personne à la lisière, seulement les branches des sapins qui se balançaient. Et sur la mousse, des empreintes profondes. 3 ans passèrent. Dans le Jura, le temps s'écoule différemment. Il se mesure non pas en heures, mais en saisons, par le passage du blanc au vert et inversement. Pour Stéphane, ces années passèrent comme un seul jour. Il avait pris sa retraite, cédant son poste à un jeune gars énergique de la ville qui croyait plus au GPS qu'au présage. Mais la forêt n'avait pas lâché le vieux solitaire. Stéphane resta vivre dans sa maison à l'orée du village, passant ses journées à s'occuper de son jardin et à faire de longues promenades sur les sentiers familiers. Amour était parti l'hiver précédent, doucement, dans son sommeil,
près du poêle chaud, comme il sied à un fidèle soldat ayant accompli son service. Stéphane l'enterra sous un vieux pin, là où le chien aimait se coucher l'été, et maintenant il marchait seul. La solitude, qui l'avait autrefois accablé, était devenue lumineuse et paisible. C'était la fin de septembre. La forêt brûlait d'or et de pourpre. L'air était cristallin et sentait les champignons. Stéphane marchait le long d'un vieux chemin forestier, s'appuyant sur un bâton. Sa santé n'était plus la même. Les articulations lui faisaient mal au changement de temps, et son bras avec 4 cicatrices blanchâtres sur l'avant-bras se rappelait souvent à son bon souvenir par une douleur lancinante avant les chutes de neige. Il regardait souvent ces cicatrices. Elles étaient devenues une partie de sa biographie, sa carte mémoire personnelle. Les gens du village demandaient parfois « D'où viennent ces marques, Stéphane ? Un ours vous a attrapé ?» Il se contentait de sourire sous sa moustache et de répondre « Non. Un cadeau d'une dame. » Et personne n'osait en demander plus. Il arriva dans une clairière baignée par le doux soleil d'automne et s'arrêta pour reprendre son souffle. Et là, il sentit un regard lourd et attentif dans son dos. La vieille habitude du garde se déclencha instantanément. Il ne se retourna pas brusquement, mais tourna lentement la tête. Au bord de la clairière, à l'ombre d'un énorme rocher, se tenaient des loups. Ils étaient 5. Des bêtes puissantes et bien nourries dans leur fourrure d'hiver. Ils ne montraient aucune agressivité, ils se tenaient simplement là et regardaient. Et un peu en avant, un pas plus près de lui, se tenait le chef de meute. C'était un grand mâle, mature, fort, à la poitrine large. Mais ce n'est pas lui qui attira l'attention de Stéphane. À côté du chef se tenait une vieille louve. Sa fourrure avait déjà perdu son éclat argenté, devenant grise et terne. Son museau était complètement grisonnant, et une de ses oreilles était déchirée. Elle se tenait en appui sur une patte avant, un peu raide. La vieillesse faisait son œuvre, mais ses yeux ambrés, il était impossible de les oublier. Burat. Elle l'avait reconnu. Stéphane se figea, sentant son cœur, fatigué et malade, se mettre soudain à battre fort et jeune, comme alors, dans l'eau glacée. Les loups autour se tendirent, attendant un ordre, mais la vieille louve restait calme. Elle fit un pas en avant, sortant de l'ombre pour se placer au soleil. Le jeune chef de meute à ses côtés fit un mouvement pour la suivre, mais elle grogna sourdement, et il resta sur place. C'était son fils. Celui que Stéphane avait réanimé sur le plancher du véhicule, ou celui qui s'était sauvé lui-même. Cela n'avait plus d'importance. Il avait grandi. Il était devenu le roi de la forêt, mais il obéissait à sa mère. Burat regardait Stéphane. Il y avait une vingtaine de mètres entre eux, la même distance qu'il l'avait traîné sur la glace. Dans son regard, il n'y avait pas la gratitude d'un chiot de la nuit du sauvetage, il y avait la sagesse, la reconnaissance, la mémoire. Elle se souvenait de la chaleur de ses mains, du goût de la charcuterie qu'il lui avait donnée, de son sang. Elle pencha la tête sur le côté, plissant légèrement les yeux, comme si elle souriait. Stéphane leva lentement la main, la gauche, celle avec les cicatrices, et posa sa paume sur sa poitrine, là où se trouvait son cœur. Un vieux geste oublié de salut et de respect. La louve le vit. Elle leva la tête et émit un son bref et bas. Pas un hurlement, mais plutôt un soupir. Puis elle se retourna. Lentement, avec dignité, sans se retourner, elle s'enfonça dans le taillis. Le jeune chef de meute jeta un dernier regard calculateur à l'homme, plein de force sauvage, et suivit sa mère. La meute se dissipa dans la forêt dorée comme de la fumée. Stéphane resta seul dans la clairière. Le vent bruissait dans les feuilles, quelque part un pic vert tambourinait. Il baissa la main et regarda ses cicatrices. Elles ne lui faisaient plus mal. Pour la première fois en 3 ans, la douleur avait complètement disparu. Il sourit, sortit une cigarette, l'alluma, expirant un nuage de fumée dans le ciel transparent. « Vis longtemps, Burat, vis longtemps », murmura-t-il. Il savait qu'ils ne se reverraient plus. Leurs chemins s'étaient croisés à un point de non-retour, les avaient changés tous les deux et s'étaient séparés pour toujours, comme il se doit. Mais maintenant, il le savait avec certitude, tant que le hurlement du loup résonnerait dans cette forêt, une partie de son âme serait vivante. La forêt n'était plus vide pour lui. Elle était remplie de la présence invisible de ceux qui l'avaient sauvé, et qui l'avaient sauvé du froid de la solitude.
Le vieux garde ajusta son sac à dos et se mit en route pour la maison, et sa démarche, malgré son âge, était légère. Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais grande, il n'y a pas d'étranger pour la nature, et chaque créature vivante sur cette terre est sacrée. La rencontre de Stéphane et de la louve au milieu de l'enfer de glace n'était pas un hasard. C'était une épreuve, envoyée pour guérir l'âme blessée d'un homme et montrer que la miséricorde est plus forte que tous les instincts et toutes les peurs. Nous attendons souvent de grands miracles, mais nous oublions que les miracles se font par nos propres mains. Lorsque nous aidons les faibles, lorsque nous partageons notre chaleur avec ceux qui gèlent, lorsque nous pardonnons à nos ennemis, nous devenons les instruments de l'amour universel. La glace dans le cœur de Stéphane n'a pas fondu grâce au chauffage du véhicule, mais parce qu'il a sauvé la vie d'une créature de la nature. Dans notre vie quotidienne, il y a aussi des tempêtes et de la glace brisée. Mais souvenez-vous, tant que la bonté vit dans nos cœurs, rien ne peut nous briser.